Tu te rappelles Princesse Saphir? Pokémon Saphir? Non, Princesse Saphir. Mais alors qu'est-ce que je fais là, moi? De toute façon, t'as pas de coup, t'as pas aimé Madagascar, et puis c'est moi que t'aurais dû appeler pour ta vidéo sur Wikman! Lorsque j'ai fait ma vidéo sur Goldorak et Ulysse 31, je n'avais pas anticipé ni même imaginé que je recevrais des commentaires m'expliquant que, n'étant pas né dans les années 70, je n'ai pas pu assister aux phénomènes de mode qu'ont été ces séries lors de leur première diffusion, et qu'en conséquence, mon avis sur ces séries ne pouvait pas être pertinent et que je n'avais aucun droit de faire une vidéo dessus. Je ne comprends pas ce point de vue, mais qu'il soit bien clair que je ne cherche pas à provoquer les personnes qui l'ont en faisant la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que je n'en ai pas l'air, mais je ne suis pas spécialement belliqueuse. Et ça me peine toujours d'apprendre que j'ai, sans le vouloir, blessé quelqu'un par mon comportement. Mais l'idée même de cette émission est de permettre à des séries qui ne sont plus diffusées de rester dans les mémoires, même des gens qui ne les ont pas connues au moment de leur création, afin qu'elles disparaissent pas et soient même reconnues comme une part importante du patrimoine culturel. Je ne suis pas née au commencement des temps, il y a forcément des œuvres qui m'ont préexisté, et je ne suis pas dispensée de mon travail de mémoire en ce qui les concerne. Donc, disclaimer. La vidéo d'aujourd'hui traite d'un monument de la culture manga. Bien que n'étant pas née à l'époque de la sortie de l'anime, c'est-à-dire les années 60, je me suis autorisée à la regarder intégralement et même à avoir un avis dessus, que je vais maintenant donner. Mon objectif est que les spectateurs de 2023 aient envie de découvrir cette série. Donc si je pense que quelque chose risque de les rebuter s'ils regardent les épisodes sans y avoir été préparés, je vais les en avertir. Par ailleurs, bien que ma vidéo n'ait pas pour première vocation d'être humoristique, il faut qu'elle soit malgré tout distrayante, donc je n'aurai aucun scrupule à plaisanter sur les aspects les plus désuets et what the fuck de cette œuvre. Le fait que ce soit une très vieille série n'est pas anodin, ça réclame une indulgence de la part du spectateur. On ne peut pas la regarder comme une série moderne et en avoir la même appréciation, comme les longs métrages Disney de cette époque par exemple. Je devrais donc souligner cet aspect avec autant d'honnêteté que possible. Si même en sachant quels sont mes objectifs et le pourquoi du comment de ma méthodologie, vous vous sentez tout de même offensé qu'une quarantenaire s'autorise à faire une vidéo sur une série de votre enfance, sachez que j'en suis sincèrement navrée. Je considère ce que je fais comme étant quand même un peu important, donc je vais continuer à le faire. Je vous invite à ne pas vous infliger le visionnage d'une vidéo qui vous procurera de l'inconfort. Si vous êtes encore là, c'est que m'entendre parler de Princesse Saphir du haut de mes 40 printemps ne vous pose aucun problème, donc allons-y sans attendre. Princesse Saphir est un manga de 3 tomes publié dans les années 50. Son auteur, Osamu Tezuka, est aussi connu pour être le papa d'Astro Boy, Blackjack et quelques autres grands incontournables du même genre. Ce manga est génial, il mérite son statut de classique. Il s'agit d'une intrigue suivie, pleine de rebondissements et de péripéties, qui ne se refuse aucune tragédie ni aucune extravagance pour rester palpitante jusqu'à sa dernière image. Cet aspect totalement décomplexé du scénario, combiné à un style de dessin plutôt mignon et à un ton qui ne tranche jamais entre le sérieux et l'humour, donne une ambiance complètement atypique, comme on n'en retrouverait plus aujourd'hui. La série animée s'est efforcée de retranscrire à la fois ce que le manga a de loufoque, de mignon et de sombre, mais en retirant l'aspect feuilletonnant qui permet de rendre ces éléments compatibles entre eux et qui constitue la majeure partie de l'intérêt du manga. Le résultat est différent. En toute honnêteté, je n'ai aucune idée si je dois vous recommander de lire le manga avant ou après avoir vu la série. Si vous regardez la série avant, vous éviterez d'être déçu par la disparition des ingrédients majeurs du manga, sa cohésion et son rythme maîtrisé, au service d'une histoire qui n'en a jamais fini de surprendre. Mais d'un autre côté, vous risquez d'être déstabilisé par la façon dont sont agencés les différents éléments repris du manga mais changés de contexte. Je vous laisse juger de ce qui vous convient le mieux sur base de comment je décrirais le manga et la série. Le caractère feuilletonnant, donc, a été retiré de la série. Ce n'est pas un choix surprenant dans la mesure où les producteurs de dessins animés ont souvent ce goût des séries pas à suivre, dont les épisodes peuvent être diffusés n'importe quand et dans n'importe quel ordre. Mais ça l'est quand même. D'une part, car les séries japonaises sont plutôt épargnées par cette tendance d'habitude. D'autre part, car la série animée a été faite plus de 10 ans après le manga, donc n'avait aucun problème de risquer de le rattraper comme c'est arrivé à Fullmetal Alchemist. Et enfin, car les péripéties les plus incompressibles du manga ont tout de même été adaptées en mini-arcs de 3 ou 4 épisodes.
Vous allez me dire, si c'est incompressible, il n'avait pas le choix, à moins de renoncer à adapter ses passages décisifs, ce qui aurait pour le coup beaucoup trop éloigné l'adaptation de son œuvre d'origine pour qu'on puisse la considérer comme une adaptation, n'est-ce pas Valérian et Laureline? Admettons donc que ces mini-arcs soient là pour respecter un minimum syndical de fidélité au manga. Expliquez-moi, du coup, pourquoi ces arcs issus du manga sont intercalés avec d'autres passages feuilletonnants complètement inédits qui racontent des péripéties qui ne sont pas dans le manga. Et si la série ne rechigne pas à être feuilletonnante de temps en temps, pourquoi ne pas l'avoir été tout le temps et avoir adapté l'histoire telle qu'elle, quitte à la ralentir en entrecoupant les péripéties du manga de péripéties inédites? Ça s'est vu dans pas mal d'autres adaptations de manga après tout. Beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Quoi qu'il en soit, ce choix a deux effets. Le premier est que les épisodes les plus objectivement réussis sont les épisodes one-shot, complètement inédits, qui ne reprennent rien du manga ou seulement un vague contexte. Le deuxième est que le mélange d'éléments sombres et d'éléments cartoonesques, sans le lien du feuilleton, donne une impression d'étrangeté qui se retrouve être l'élément le plus marquant de la série. Ce n'est pas forcément un défaut. Ça rend l'expérience intéressante, marquante, et s'il n'y avait pas le regret de ne pas avoir l'histoire du manga sous les yeux, ce côté incongru serait probablement ce qui justifie de voir cette série plutôt qu'une autre. Mais pour commenter un peu plus en détail cette ambiance et ce que la série a d'inédit par rapport au manga, il va falloir que je vous en dise un peu plus sur l'histoire. Il y a très longtemps, dans un lointain pays... Bon, non, déjà là ça va pas. Je vous dis que ça se passe il y a très longtemps, mais l'époque à laquelle ça se passe est très difficile à déterminer. Elle est contemporaine de l'Égypte antique, puisque notre héroïne fait un séjour à la cour du pharaon dans un épisode, mais nous sommes à une époque où la technologie moderne existe, et les châteaux ambulants aussi, ainsi que les grues et les pelleteuses, et où les ingénieurs du continent sont en train d'inventer l'appareil photo, le moteur à explosion, et tout un tas d'autres trucs typiques du 19e siècle. À noter que le manga joue aussi des anachronismes. Quant au pays, il s'agit d'un pays imaginaire, le Royaume d'Argent, à la fois près de la mer et de la montagne, couvert de forêts, mais attention, ce pays est situé en Europe, la vraie Europe. On est dans un univers où l'Italie existe. Bref, lorsque notre histoire commence, le Royaume d'Argent est en effervescence à cause de la naissance imminente du premier enfant du couple royal. C'est un événement décisif, car sans héritier, des éléments de généalogie aussi complexes qu'évasifs feraient que le premier candidat à la succession du trône deviendrait Saturnin. Pas celui-là. Non, Saturnin, celui-là non plus. Non, Saturnin, le fils complètement idiot du maléfique grand-duc d'Uraldine, seigneur d'un fief voisin et chef des armées du royaume, quasi ouvertement hostile au roi, mais trop puissant pour être puni pour sa malveillance. Je m'interromps à nouveau pour prévenir. Je vais utiliser les noms de la VF du dessin animé, qui ne sont pas les mêmes que dans la VF du manga. Pas que je préfère la VF du dessin animé, il y a des choix de noms que j'aime et que j'aime moins dans les deux versions, mais il va bien falloir faire un choix, et là, le sujet de ma vidéo, c'est le dessin animé. Bref, la situation géopolitique du Royaume d'Argent est à un tournant décisif, car un enfant est sur le point de naître, et le peuple espère de tout cœur que cet enfant puisse être un héritier pour le trône, qui écarte définitivement tout risque de voir la couronne atterrir dans la famille d'Uraldine. Pour cela, une condition, et une seule, est nécessaire. Il faut que l'enfant à naître soit un garçon. En effet, une loi du Royaume d'Argent interdit aux femmes de monter sur le trône. Vous le voyez venir, l'enfant qui naît est bien évidemment une fille. Pour éviter une bonne fois pour toutes tout risque que le pouvoir tombe entre les mains d'Uraldine, le roi choisit d'annoncer la naissance d'un garçon et décide que la princesse nouvelle-née, Saphir, sera élevée comme un prince et présentée comme un homme au reste du monde. On suppose que le roi n'est pas sûr d'avoir un deuxième enfant. D'autant que, vu à quel point celui-là était attendu comme le Messie, il y a lieu de croire que le roi et la reine ont déjà eu beaucoup de mal à en avoir un. Saphir est donc élevé comme un garçon et grandit pour devenir le prince le plus insupportable, le plus indiscipliné, le plus irrespectueux et le plus égocentrique qui soit. Oh, elle n'a pas que des défauts. Elle est la meilleure lame du royaume, une cavalière hors pair, avec un pragmatisme indéniable, mais son caractère, mon Dieu. Elle mène la vie dure à ses subalternes en leur jouant des mauvais tours et néglige même les ordres du roi tant elle se sent au-dessus des règles. Bon, en même temps, les règles qu'on essaye de lui imposer, c'est de porter des vêtements un peu plus somptueux que les habits de sport et bien assez luxueux qu'elle aime porter. Mais tout de même, on se demande si elle serait vraiment un meilleur souverain que le fils d'Uraldine à cette allure. C'est alors que, l'année de ses 12 ans, Saphir rencontre un étrange petit bonhomme habillé en Peter Pan, qui s'appelle justement Pan, et qui l'informe qu'il a pour mission de lui apprendre à se comporter un peu plus comme une fille.
On met 8 épisodes à nous expliquer qui est ce petit bonhomme et quel est son délire. Pourquoi raconter l'histoire dans l'ordre comme le fait le manga, alors qu'on peut la raconter dans le désordre et confusionner tout le monde? Juste avant la naissance de Saphir, alors que Dieu choisissait qui, parmi les âmes des enfants à naître, allait devenir des petits garçons ou des petites filles, une farce d'un ange espiègle a fait que l'âme de Saphir s'est retrouvée avec 2 cœurs, un cœur de fille et un cœur de garçon. L'ange espiègle, le fameux Pan, a donc été envoyé sur Terre pour récupérer le cœur en trop. Mais comme Dieu est vraiment furax, il l'a téléporté sans lui dire dans quelle famille était né l'enfant aux 2 cœurs, et il a fallu 12 ans à Pan pour retrouver Saphir. Faut vraiment pas énerver Dieu. Très vite, Pan admet que la situation géopolitique impose à Saphir de continuer à se conduire comme un garçon, et décide de ne pas récupérer le cœur en trop tant que Duraldine n'aura pas été neutralisé. Mais comme la conduite indisciplinée et irrespectueuse de Saphir est due à son besoin de refouler son côté féminin, l'encourager à laisser son cœur de fille s'exprimer va tout de même être un enjeu important de la première vingtaine d'épisodes de la série. Bien que cette première vingtaine d'épisodes soit constituée d'histoires indépendantes les unes des autres, Saphir y a effectivement une évolution psychologique qui oblige à considérer que ces épisodes ont tout de même une chronologie et ne sont pas si interchangeables que ça. Après, l'intrigue du manga commence à être adaptée et on part sur d'autres problématiques. Mon résumé comble volontairement les blancs de la mise en scène. Car le rôle de Pan auprès de Saphir et ce qui cause l'évolution de cette dernière sont loin d'être aussi clairs que je le laisse entendre. Mais c'est quand même en gros ça. Je vais revenir sur le caractère évasif de ces éléments, mais avant toute chose, il faut que je mette un truc au clair. Cette série n'est pas sur la transidentité. Ok, dans les premiers épisodes, Saphir ne semble pas être consciente d'être une fille. Elle parle d'elle au masculin même quand elle est seule, et est très offensée quand on lui prête des caractéristiques féminines. Mais d'une part, cette situation évolue, entre autres suite à l'introduction d'un love interest dans l'intrigue, et très vite le problème pour elle va être de concilier ces 2 identités de fille et de garçon. Donc si cette série était sur quelque chose, ce serait sur la non-binarité, sauf que d'autre part, la notion que cette série a du genre est très naïve. Excusez-moi, mais je dois rentrer au château faire mes devoirs. Vous avez des devoirs à faire? Tiens, c'est très intéressant. Un garçon qui a des devoirs à faire. Mais non, je vais pas les faire, vous rêvez. La série date des années 60 et adapte un manga des années 50. Ce qui caractérise les garçons est la force, la violence, l'impulsivité, la rudesse, et ce qui caractérise les filles est la gentillesse et le charme. Pour faire passer un bébé pour un garçon, on pose des jouets de garçon sur son berceau et ça marche, peu importe que le bébé soit trop jeune pour jouer à quoi que ce soit. Pour deviner si une personne est un garçon ou une fille, la technique standard est de se mettre à parler de chiffon pour voir si la personne va se laisser tenter par la conversation. Ou du moins, c'est la technique essayée après l'échec du plan A. Le plan A consiste à asperger la personne avec un produit qui rend les garçons bleus et les filles roses. Oui. Je précise que ce produit est un liquide blanchâtre qui est expédié depuis la pointe d'une épée, mais ça je suis pas complètement sûre que ce soit pas juste une maladresse des auteurs, des animateurs et des coloristes. De toute façon, heureusement que c'est là, parce que ça permet d'atteindre le degré de what the fuckery qu'il faut pour oublier cette histoire de garçons en bleu et de filles en rose. Cette série a vraiment beaucoup d'aspects intéressants, mais il n'est pas intéressant de l'aborder sous cet angle-là. Si vous la regardez en espérant la voir parler de l'identité de genre, ou du moins de la voir en parler intelligemment, vous risquez d'être déçu et la trouverez épouvantablement rétrograde. Mais ne vous en préoccupez pas trop, elle a bien d'autres choses à offrir. La première vingtaine d'épisodes de la série, donc, raconte la lutte quotidienne de Duraldine pour destituer Saphir en prouvant que c'est une fille, la lutte quotidienne de Saphir pour affirmer sa légitimité et faire évoluer les mœurs dans son royaume, tout en apprenant à écouter son cœur de fille, d'abord avec réticence, puis de plus en plus volontairement, surtout à partir du moment où elle réalise que le prince du royaume voisin est particulièrement séduisant, la lutte quotidienne du couple royal, enfin de la reine surtout, pour ne pas avouer au grand jour que Saphir est une fille et la libérer de la contrainte de se faire passer pour un garçon, la lutte quotidienne du diable qui habite la montagne voisine pour prendre le cœur de Saphir et l'implanter à sa fille qui est trop gentille pour être une sorcière digne de ce nom. Attends, quoi? J'ai dit que le manga était décomplexé et qu'il ne se refusait aucune extravagance. La série ne s'est refusée que l'aspect feuilletonnant. Toutes les loufoqueries du manga y sont retranscrites, et d'autres éléments du même niveau de what the fuckery y sont insérés pour renforcer le côté « Oui, c'est ça le quotidien de la princesse Saphir, tu peux pas tester ». L'un des méchants récurrents, donc, est le diable en personne. C'est pas une métaphore.
Ok, la VF l'appelle Belzébuth, pas Belzébuth. Ok, il est révélé au cours de la série que sa femme est encore plus méchante que lui et qu'il a un supérieur hiérarchique aux enfers qui est le diable des diables. Mais allez, il règne en maître sur des hordes de démons, il ne peut pas entrer dans les églises, il ne peut pas rester en présence de Pan qui a conservé sur son chapeau une de ses plumes d'ange. C'est le diable, quoi! La montagne où il habite s'appelle littéralement la montagne du diable. Dans le manga, son rôle est tenu par une simple sorcière. Ici, tout est fait pour donner une dimension ultra mystique à cette sous-intrigue. L'un des ennemis de Saphir est le diable en personne, et c'est même pas le pire de ses ennemis. Tu peux pas rivaliser avec la princesse Saphir. Ce quotidien banal, donc, finit par être rompu par les événements décisifs qui sont déclencheurs de l'intrigue du manga et devraient bouleverser le statu quo. On est donc obligé de passer tout un arc sur ces événements et leurs conséquences. Duraldine finit par réussir à faire disparaître le roi et prouver que Saphir est une fille. Son fils est donc couronné, Saphir et sa mère jetés en prison. En bonne princesse de conte de fées, Saphir sympathise en chantant une chanson avec les souris de la prison, qui lui montrent un passage secret pour s'enfuir, qu'elle-même Saphir pourrait emprunter, mais qui est trop étroit pour la reine. Refusant de s'évader sans sa mère, Saphir fait semblant de rester prisonnière, mais s'éclipse régulièrement pour aller protéger son peuple de l'oppression de Duraldine sous les traits d'un héros masqué appelé le Chevalier Fantôme. On passe quelques épisodes dans cette nouvelle situation, dont Pan est curieusement absent, puis, histoire de rétablir le statu quo, le roi réapparaît, reprend le trône, promulgue une loi pour que Saphir redevienne l'héritière légitime même en étant une fille. Il avait déjà l'intention de le faire avant sa disparition, notez. Mais comme l'implication de Duraldine dans la disparition temporaire du roi n'est pas prouvée, et qu'il bénéficie de l'immunité pour tous ses autres méfaits, Saphir décide de rester habillée en homme et demande à tout son royaume de continuer à la traiter en garçon. Tout le royaume accepte. À partir de là, les choses deviennent étranges, tant scénaristiquement que structurellement. Le coup de donner à Saphir un prétexte bidon pour rester habillée en homme et que tout le monde fasse mine de continuer à croire qu'elle est un garçon, c'est clairement inspiré par la volonté de repartir sur le statu quo de départ et faire de nouveaux épisodes interchangeables avec ceux du début de la série. Sauf que ce qui va suivre ne va comporter au final pas tant d'épisodes filler que ça. Et au contraire, enchaîner plusieurs arcs filés dont un certain nombre sont inédits par rapport au manga. Des dirigeants des royaumes voisins essaieront de conquérir le royaume d'argent, une organisation secrète internationale essaiera de s'emparer du pays dans le cadre de sa conquête du monde. Ça fera parfois éventuellement un prétexte pour réutiliser des scènes du manga en les casant dans cette nouvelle intrigue, mais l'introduction du format à suivre ne sera pas justifiée par une nécessité d'adaptation cette fois. Alors dit comme ça, je donne l'impression que c'est une mauvaise chose, mais c'est pas exactement ça. Ces moments passés dans les arcs inédits ne sont pas mauvais. Il y en a même des très bien. C'est juste qu'à partir de l'instant où la série a renoncé à adapter l'histoire du manga tel quel, le format feuilletonnant n'est vraiment pas ce qu'elle réussit de mieux. Et elle brille davantage dans les fillers que dans les arcs suivis. D'ailleurs, la VF l'a bien compris puisque jusqu'en 2005, seuls les épisodes d'avant la prise de pouvoir par Duraldine ont été traduits en VF. Le reste n'a fait l'objet d'un doublage français qu'à l'occasion de la sortie en DVD dans les années 2000. Ce n'est pas que ces épisodes soient mauvais en soi, c'est qu'en général, toute phase de la série confondue, la narration souffre de deux défauts assez pesants qu'il faut accepter de passer outre. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est la structure de la série. On ne nous raconte pas l'histoire dans l'ordre. Je vous ai dit que l'histoire des deux cœurs de Saphir et de la mission de Pan n'est expliquée qu'au 8e épisode. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le premier épisode ne commence pas sur la naissance de Saphir. Il commence par Pan faisant du porte-à-porte en pleine nuit pour demander à chaque habitant du royaume d'argent s'il connaîtrait pas une fille qui se conduit comme un garçon. Ensuite, on enchaîne sur Saphir se battant contre les hommes de Duraldine, et après seulement on a le flashback de sa naissance. Franchement, si le pitch ne nous avait pas été expliqué dans le générique, je me demande si on s'y serait retrouvé. Quand tu es né dans ce royaume, un prince pouvait seul régner. Alors ton père a décidé que tu serais l'héritier pour préserver l'amour et la paix. Je vous ai dit que dans les premiers épisodes, Saphir se comportait de manière odieuse parce qu'elle refoulait sa féminité, et qu'ensuite, plus elle apprend à accepter son côté féminin, plus elle devient gentille. Eh bien, en fait, ça, c'est mon interprétation de ce qui se passe à l'écran. Concrètement, on voit surtout des épisodes dans lesquels Saphir joue des sales tours à ses subalternes et répond sur un ton odieux à son père, et dans lesquels elle s'énerve dès qu'on dit qu'elle est une fille, et des épisodes où elle fait plus ou moins volontairement des activités de fille, et manifeste par ailleurs de l'empathie.
Je pense pas beaucoup prendre de risques en concluant que les scénaristes ont voulu qu'on interprète ces éléments comme étant liés, mais il n'y a aucune ligne de dialogue pour le corroborer. À vrai dire, à part les serviteurs maltraités, personne ne commente le fait qu'elle se conduit mal. Au point qu'on en vient à se demander si les auteurs ont conscience qu'un sale gosse qui répond mal aux adultes, c'est pas mignon, c'est juste insupportable. Cette situation évolue pendant les 20 premiers épisodes. D'abord insensible, Saphir fait peu à peu preuve d'empathie et se révolte contre l'injustice, particulièrement celle qui touche les femmes. En parallèle, la série nous apprend qu'elle a dans ses appartements une pièce secrète où elle s'habille en fille. L'épisode 21 nous apprend ensuite que ses parents se sont mis à lui imposer de passer 1 heure par jour dans cette pièce. Je dis se sont mis, mais les dialogues font comme si ça avait toujours été le cas, et ça c'est pas cohérent avec le fait que Saphir n'a clairement pas conscience d'être une fille dans les premiers épisodes, et apprend à faire la cuisine, le ménage, à mettre la table, ce qu'elle n'aurait sans doute pas eu à faire en tant que princesse, et me regardez pas comme ça, je vous ai prévenu pour la naïveté. La première fois qu'on la voit faire, ça la saoule. Puis, au cours de l'aventure du jour, elle est obligée de se déguiser en apprentie pâtissière pour une enquête, et une fois que ça lui est enseigné par un homme, qui n'a pas l'air de considérer que c'est une activité plus féminine que masculine, et qui a une vraie passion pour le sujet, elle se met à y prendre goût. Et cet épisode coïncide avec le moment où elle arrête définitivement de faire preuve d'impertinence et d'indiscipline. C'est pas commenté non plus, c'est juste là. Mais là, ça commence à faire trop de choses qui se passent en même temps et ont un lien logique entre elles pour que les scénaristes ne l'aient pas fait exprès. Autrement dit, l'enjeu principal de ce qu'à défaut d'un meilleur terme on va appeler le premier arc est exposé de manière particulièrement évasive et implicite. Le spectateur se devra d'être sacrément attentif et regarder les épisodes dans l'ordre, même si j'ai l'impression qu'il y a 2-3 épisodes qui vont pas dans la chronologie. Donc c'était bien la peine de renoncer à l'aspect feuilletonnant. Cette structure un peu étrange n'est pas spécifique de la première vingtaine d'épisodes. Dans les derniers arcs, on peut avoir des épisodes où l'action stagne, au point qu'on passe plusieurs minutes sur une animation d'avalanche qui se joue en boucle, et dans d'autres, les événements s'enchaînent quasiment sans transition. Le deuxième point noir, c'est que les péripéties n'ont pas toujours de sens. En bonne série d'avant 90, Princesse Saphir ne se refuse rien, ne s'interdit rien et n'hésite pas à mettre en scène les éléments les plus improbables pour pouvoir amener des scènes classe, en général tirées du manga, sans se poser la question de si l'ensemble va être cohérent et logique. Donc on se retrouve avec des situations vraiment bizarres, avec des motivations de personnages assez dures à cerner, ou des personnages qui se parlent comme s'ils se connaissaient pas alors qu'ils se sont déjà rencontrés dans un précédent épisode, pour ensuite se rappeler qu'ils se connaissent et agir comme tels. La série semble s'assagir un peu au bout de quelques épisodes, mais ne vous y fiez pas trop, on aura des moments confusionnants jusqu'à la fin. Et les derniers épisodes nous apprendront que la priorité des priorités quand son royaume est envahi est d'organiser un spectacle musical, et même que le diable en personne, celui qui a une armée de démons et veut voler le cœur de Saphir, est moins dangereux que le dit envahisseur, lequel est en train d'assiéger le repère du diable, parce que figurez-vous que le diable est un citoyen du royaume d'argent comme un autre. À ce stade-là, on se demande si c'est débile ou si c'est brillant. C'est pour ça que la bizarrerie de cette série est quelque chose qu'il faut accepter, parce que ce caractère décomplexé de l'écriture est ce qui permet à cette série de nous offrir ses meilleurs épisodes. Le ton peut aller du tragique au loufoque, du fantastique au poétique, tout en passant par de bonnes histoires d'équipes de 3 personnes qui repoussent une armée à eux tout seuls, le tout bien sûr avec de grands moments de what the fuckerie bien plaisants. Un exemple parmi d'autres. Comment peut-on aider un fantôme rejeté par Dieu à accéder quand même au paradis ? Bah c'est tout simple, il suffit de tenir le rayon. J'ai une idée, je vais tenir le rayon. Bon, profitez-en pour monter. C'est simple, cette série, c'est Kangoo, la bonne version. Il y a beaucoup de désinvolture dans la façon d'aborder les thèmes, mais du coup aussi beaucoup d'audace dans le choix de ces thèmes. Et on se retrouve avec un contexte géopolitique complexe, développé au fil des péripéties improvisées tout du long, ou d'éléments de background introduits sur le tard pour justifier la façon dont les choses étaient présentées jusque-là. A priori, l'histoire se passe bien sur Terre, mais des détails chronologiques et géographiques ne collent pas. Les éléments magiques sont introduits de manière à ce qu'on en explique bien les conditions et les règles, et en général ces règles restent constantes dans l'intrigue, mais si la scène a besoin pour être esthétique qu'on oublie de lui donner une justification pratico-pratique, la série le fera sans scrupule. Un exemple parmi tant, il est difficile de déterminer si les animaux parlent dans cet univers. Dans certains épisodes, on a l'impression que n'importe qui peut parler aux animaux. Ou du moins, que les princesses peuvent le faire, si elles font une chanson à la Cendrillon. Mais a priori, parler aux animaux, ça fait surtout partie des pouvoirs de Pan. Même en considérant qu'il peut partager ce pouvoir avec d'autres personnages par contagion, ce pouvoir lui-même n'est pas très constant. Il y a des animaux qui s'expriment avec une voix, d'autres qui sont muets, mais que Pan comprend quand même.
D'une manière générale, la série ne s'obligera jamais à suivre des règles constantes. La priorité étant de rendre captivantes les différentes situations qui constituent l'intrigue du jour. Du coup, il y aura bien 2-3 épisodes dont on décrochera parce que décidément, ce qu'on a sous les yeux n'a aucun sens. Mais dans l'ensemble, l'ambiance et les personnages suffisent à capter l'attention du spectateur et l'épisode fonctionne. Pourtant, dans un premier temps, il est assez dur de sympathiser avec le personnage principal. Autant dans le manga, on introduit immédiatement son déchirement de devoir se faire passer pour un garçon alors qu'elle aimerait vivre sa vie de fille, ce qui permet de compatir avec elle dès les premières pages, autant ce choix de la série de commencer par la montrer ignorant son cœur de fille, ou le reniant, c'est pas clair, serait intéressant si elle n'était pas persuadée qu'un homme, un vrai, ça se doit d'être un odieux connard. Je n'aime pas étudier, surtout avec mon précepteur, il est trop vieux, comme tous les hommes du château. Tu ne dois pas dire des choses pareilles, tu le sais pourtant. Pourquoi, si c'est ce que je pense? Je pense que le plan des auteurs était que son extrême compétence à l'épée et la pertinence des critiques qu'elle formule vis-à-vis de la cour de son père suffiraient à donner envie au spectateur de suivre ses aventures malgré son caractère de cochon. Personnellement, ça me suffit pas, et mon appréciation des premiers épisodes s'est davantage fondée sur le plaisir que me procurait l'univers mignon et loufoque que sur le personnage principal. Cependant, passé le stade du déni, Saphir, assumant à la fois son cœur de garçon et son cœur de fille, est un bon personnage. Conformément à ce que les auteurs pensent des garçons, elle est courageuse, proactive, déterminée et ingénieuse, et conformément à ce que les auteurs pensent des filles, elle est compatissante, patiente, généreuse et chaleureuse, bref, une personne accomplie, parfaitement à même de devenir dirigeante du royaume d'argent. Par contre, un trait de sa personnalité qui ne vient ni de son cœur de fille ni de son cœur de garçon, mais plutôt des circonstances, c'est son goût du déguisement. Non seulement elle prend l'identité d'une mystérieuse inconnue aux cheveux blonds pour séduire son cher et tendre, et celle du chevalier fantôme pour défendre son peuple, mais se déguiser est généralement sa solution numéro 1 pour résoudre ses problèmes. Et au final, ce n'est pas 3 identités secrètes qu'elle a en tout dans sa vie, mais 6 ou 7. Ceci dit, secrète est un bien grand mot. Dans la dernière partie de la série, son identité d'inconnu aux cheveux blonds qui a été révélée depuis plusieurs épisodes est devenue tellement officielle que c'est sous cette apparence qu'on la représente dans les défilés nationaux en son honneur. Alors même qu'elle commence à s'habiller en fille de plus en plus régulièrement et sans mettre de perruque à ce stade. Pas trop régulièrement quand même, car le garçon qu'elle a choisi d'épouser est... disons-le tout net. Le prince Thibaut est très mignon, très gentil, mais c'est quand même un sacré putain de macho si vous me passez l'expression. Bien que conscient que sa fiancée est sans doute meilleure escrimeuse que lui, il refuse qu'elle se batte ou participe à l'action, même pour le seconder, parce que les filles ne doivent pas faire la guerre, elles doivent être protégées. Saphir, qui a rangé son costume de chevalier fantôme après que la tentative de Duraldine pour s'emparer du pouvoir ait échoué, est obligée de le ressortir du placard parce que Thibaut n'accepte d'être aidé que par un garçon et qu'il croit que le chevalier fantôme en est un. Bien sûr, il ne s'étonne jamais que le chevalier fantôme ait la même silhouette que Saphir, la même façon de se battre que Saphir, n'apparaisse que quand Saphir est absente, mais si une paire de lunettes suffit à déguiser Clark Kent, je suppose que ça n'a rien d'étonnant. Ai-je précisé que lors de l'inévitable épisode où un imposteur se fait passer pour le chevalier fantôme afin de faire croire que le chevalier fantôme est devenu un dangereux bandit, non seulement il se laisse facilement berner par l'imposteur, mais il rompt avec Saphir parce qu'elle lui affirme que le chevalier fantôme est innocent? Mais bordel, pourquoi vouloir se marier avec un type pareil? Je charrie. Mais le problème, c'est que le prince Thibaut a un caractère assez générique de héros générique, c'est-à-dire le même que celui de Saphir dans sa version la plus accomplie. Il est courageux, dévoué à son royaume, généreux, à l'écoute d'autrui, romantique, autant dire que le trait le plus remarquable de sa personnalité est ce côté macho qui a été mis là par nécessité scénaristique. Et le fait qu'il joue à Fruit Ninja qui a été mis là parce que c'est rigolo et qu'il faut occuper des minutes d'épisode? Peut-être que c'est une activité normale que les gens avaient avant Internet. Le prince du manga a aussi un petit côté macho, mais beaucoup plus subtil. Ça le rend un peu plus sympathique, mais ça n'empêche pas de regretter que Saphir ne finisse pas avec le William, qui lui reconnaît totalement ses compétences de guerrière. Le William en question existe dans le dessin animé, mais on ne souhaite vraiment pas voir Saphir finir avec parce que... Saphir et Thibaut, qui s'appelle France dans le manga, ont 18 ans dans l'histoire d'origine. La série les a rajeunis. Ils ont tous deux 12-13 ans. Le William, un gentilhomme de fortune appelé Pallas, Blood dans le manga, a la vingtaine bien tassée. La série ne l'a pas rajeuni.
Mais elle lui a tout de même laissé son statut de William. Ce malaise mis à part, et si on lui pardonne un sens de la stratégie un peu douteux, ce personnage n'est pas mauvais. En plus d'avoir un charisme de tous les diables, il permet d'introduire des histoires de pirates dans nos séries qui avaient déjà des histoires de diables, des histoires de fantômes, des histoires de complots politiques, des histoires d'affaires judiciaires, des histoires d'invasion, des histoires d'inventions technologiques, des histoires de pâtisserie, des histoires de momies, des histoires de ninjas, des histoires de loups qui élèvent des chevrons. Oui, sans les pirates, le tableau n'aurait pas été complet. On commence l'histoire avec un ange qui descend du paradis, donc ces passages abrupts d'une ambiance à une autre ne devraient avoir rien de trop déstabilisant. La barre a été mise très haut dès le départ. Sauf que Pan n'est pas aussi présent qu'il devrait pour assurer son rôle de fil rouge. En fait, il disparaît parfois complètement pendant les arcs impliquant de rester concentré sur la politique et d'oublier que dans cet univers, il y a aussi des diables et des fleurs qui parlent. Au départ, je croyais que c'était parce qu'il n'avait qu'un rôle épisodique dans le manga. Mais c'est pas tout à fait ça. Comme tous les personnages, il a un arc complet. Il passe la première partie de l'histoire à essayer de se rapprocher de Saphir pour lui reprendre son cœur de garçon. Une grande majorité de l'intrigue politique et romantique se fait sans lui car il n'y est pas encore parvenu. Puis, quand il atteint enfin son but, il réalise que ça fait perdre à Saphir tout son courage et décide de renoncer à sa mission. Ça lui vaut d'encourir la colère divine et d'être exilé définitivement sur Terre. Il regagne sa place au paradis et un job en CDI à la fin, suite à un ultime acte de générosité. Foine tout ça dans l'animé. D'accord, il passe bien d'un état d'esprit du premier épisode où il dit à Saphir qu'il doit faire d'elle une gentille fille, à un épisode un peu plus tardif où il tient tête à Dieu qui le somme de récupérer le cœur de garçon Fissa. Mais on n'assiste pas vraiment à la réflexion qu'il fait passer d'un état à un autre. Et passé cette transition, on n'en parle plus. Et Saphir peut bien garder son cœur de garçon, tiens. La plupart du temps, il sera là pour être le sidekick mignon et timoré, mais suffisamment badass pour chasser le diable en le chatouillant avec une plume. Bon, ça, c'est surtout le pouvoir de la plume. En tant que créature magique, Pan n'est pas plus puissant que ça. Il fait quelques tours de magie de petite envergure, mais il est loin de pouvoir se défendre devant une bande d'hommes armés. Durant son séjour sur Terre, Saphir ne l'acceptant pas tout de suite à ses côtés, il gagne sa vie en gardant des moutons qui l'apaisent en leur jouant de la musique. Il dort dans une étable avec les chevaux et se balade un peu où il veut, même dans le palais royal, mais très peu de choses le distinguent d'un enfant humain. Bref, il n'y a pas tellement de raison de le faire disparaître complètement des arcs qui font avancer l'intrigue politique ou romantique. Il était parfaitement possible de trouver un prétexte scénaristique pour qu'il ne puisse pas intervenir pendant ce laps de temps. Les scénaristes n'avaient pas envie d'y réfléchir, alors ils n'y ont pas réfléchi. Ils ont fait comme si Pan n'existait pas pendant ces épisodes. Sans doute pour le même genre de raison, la relation de Saphir et Pan n'est pas toujours très clairement établie non plus. Dans les premiers épisodes, il l'exaspère à vouloir la dissuader de se mettre en danger ou à l'inciter à se conduire en fille. Mais assez vite, elle apprécie d'avoir la compagnie de quelqu'un qui ne se soucie pas du protocole pour faire les 400 coups avec elle et resquiller pour aller voir des spectacles marionnettes sans payer. Dans la dernière partie de la série, elle le présente comme étant son meilleur ami. Son vrai meilleur ami. Pas dans le sens où Thibaut est son meilleur ami. Elle a rencontré Saphir et l'a conduite au royaume d'or où vit le prince Thibaut, le meilleur ami de Saphir. Mais ça ne l'incite pas spécialement à s'inquiéter quand il disparaît un moment. L'inconstance de la mise en scène fait que la dynamique qui se met en place entre les personnages n'est pas toujours très cohérente, mais celle qui se met en place, bon an mal an, marche. La preuve, un des meilleurs épisodes de la fin de la série est un épisode à mi-chemin entre le Club des 5 et Maman j'ai raté l'avion, où Thibaut, Saphir et Pan travaillent en équipe pour empêcher à eux trois les nazis de faire entrer une énorme machine de guerre dans le royaume d'argent. À noter que cette aventure n'attire pas l'attention de Thibaut sur le fait que le jour où il autorise Saphir à participer à l'action, le chevalier fantôme est curieusement absent. Au final, ce qui permet à la série d'avoir une intrigue principale et un minimum de cohésion, c'est les méchants. Ils ont beau être nombreux et de différentes factions, ils se débrouillent toujours autant que faire se peut pour s'associer et rendre leur motivation compatible, quand bien même leur sous-intrigue appartient à des registres fort différents. C'est ce qui fait que, malgré l'aspect non feuilletonnant, la série a tout de même une histoire, avec un début, un milieu, et une fin à l'ambition shakespearienne, même si la mise en scène n'est pas forcément à la hauteur de l'idée. Le méchant principal est donc le grand-duc d'Uraldine, assisté par son bras droit, Lord Macédoine, que pour une raison inconnue, la mère de Saphir s'évertue à surnommer salade de fruits, et lui-même assisté par 3 sidekicks idiots. Enfin, on a tendance à les voir par 3, mais ce sont pas toujours les mêmes, ce sont des sbires à cagoule indifférenciés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser vu son design, Lord Macédoine n'est pas le sbire stupide d'un génie du mal. C'est lui-même quelqu'un d'intelligent.
Bon, sa stratégie pour obliger Saphir à révéler qu'elle est une fille est de lui faire parler chiffon pour voir si elle cède à la tentation de la conversation. Mais dans le contexte de la série, c'est la chose intelligente à faire. De fait, la plupart des plans diaboliques à l'encontre de Saphir qui sont fomentés par le clan Duraldine sont l'idée et l'initiative de Macédoine. À l'instar de Dragonus dans les Canards de l'Exploit, Duraldine fait assez peu de choses par lui-même, se contentant de donner à son second l'ordre de faire le nécessaire pour destituer Saphir de son statut d'héritier. Duraldine et Macédoine ont le même tempérament cruel et calculateur. Mais Duraldine a une particularité. Il chérit profondément son fils, Saturnin. C'est pour ce fils, non pour lui-même, qu'il veut s'emparer du trône. On se demande pourquoi il y tient tant, parce que le gamin en question, qui n'a visiblement que 3 ou 4 ans d'âge mental, n'a pas spécialement envie d'être roi, et a plutôt envie de jouer et de profiter de la vie. Saphir le traite d'ailleurs plus comme un innocent qu'il faut préserver des dommages collatéraux que comme un adversaire qui prend part au conflit. Mais la série ne fait rien de cet innocent. Dans le manga, il finit par récupérer le cœur de garçon de Saphir, ce qui le rend bon et sage, ce qui tend à prouver qu'Osamu Tezuka n'a pas tout à fait la même définition de ce qu'est un garçon que les auteurs de la série, mais dans l'animé, il est juste un enjeu scénaristique et un gag. Dommage, même sans avoir lu le manga, on sent qu'il y a là un sujet qui n'a pas été exploré. Les autres factions de méchants, le diable qui veut s'emparer du cœur de garçon de Saphir pour le donner à sa fille, la reine des neiges nazie qui veut conquérir le royaume d'argent, la société secrète nazie aussi qui veut conquérir le monde, vont être introduites dans la série au fur et à mesure et trouver un moyen de se greffer à l'intrigue de Duraldine. Enfin, c'est parfois Duraldine qui trouve un moyen de se greffer à la leur. Mais il y a tout de même une volonté délibérée de laisser Duraldine être au cœur de tous les complots qui visent Saphir. Sans doute pour cette raison, le diable, Belzébos, a vu son intrigue personnelle modifiée de manière assez conséquente par rapport au manga. Déjà, comme j'ai dit, Belzébos lui-même est un personnage ajouté, seule son épouse est dans le manga. Ensuite, si leur but dans la série est de s'emparer du cœur de garçon de Saphir pour donner à leur fille plus de force de caractère, le but de la sorcière dans le manga est de s'emparer du cœur de fille pour rendre sa fille plus séduisante. Et autant Duraldine, ça l'arrange que Saphir devienne pleinement une fille, autant ça ne l'arrange pas du tout que Saphir devienne pleinement un garçon. Ce qui fait que là où le manga montre les ennemis de Saphir en rivalité les uns avec les autres, ceux de la série s'associent généralement contre elle. Bon, c'est quand même des méchants, donc ils envisagent bien de se trahir les uns les autres dans un deuxième temps, mais ils sont unis dans leur but premier de neutraliser Saphir. Dans ces circonstances, c'est particulièrement incongru que le seul méchant impliqué dans ce qui ressemble le plus à un épisode de la collaboration avec les gentils, ce soit le diable en personne. Cette situation découle du fait que le fil rouge, si on peut appeler ça comme ça, est écrit au feeling. Chaque nouvelle péripétie est pensée pour faire suite à la précédente de la manière la plus excitante qui soit. Et si le tout engendre des bizarreries, c'est le prix à payer pour avoir cette ambiance unique. Sans compter que le coup de la rédemption du diable quand il faut se battre pour sa fille contre les nazis, c'est un concept qui valait le coup. Ceci dit, ce caractère unique ne viendra pas seulement du côté écriture automatique caractéristique du scénario, il viendra aussi de la multiplicité des sources d'inspiration. Beaucoup de séquences et de péripéties sont inspirées des contes, bien sûr, et toute la sous-intrigue du chevalier fantôme est clairement inspirée de Zorro, mais certains visuels me rappellent également les longs métrages animés russes que je regardais quand j'étais petite. Je ne saurais pas dire à quel point c'est volontaire. De toute façon, parlons du graphisme. Cela même, c'est toute une histoire. Les visuels de cette série ont ceci de particulier qui sont clairement humoristiques, cartoonesques même, mais les éléments les plus cartoonesques sont utilisés pour raconter des péripéties tout à fait sérieuses. Ce n'est pas imposé par le style de dessin d'Osamu Tezuka, c'est le même style que pour Blackjack, dont l'ambiance sombre n'est en rien atténuée par ses graphismes. Il y a juste une volonté de faire se côtoyer les éléments tragiques, les éléments comiques et les éléments étranges. Le côté cartoonesque de l'ambiance permet sans doute également de ne rien censurer, surtout pas les morts dans le cadre. Pour parler des choses qui fâchent, l'animation n'est pas toujours excellente. Et on assiste parfois à des recyclages de chara-design pour des personnages n'ayant rien à voir les uns avec les autres. Le mouvement est animé de façon un peu spéciale. Les personnages, surtout dans les premiers épisodes, passent sans transition d'une position à une autre. C'est bien sûr l'époque et le budget qui veulent ça, mais ça contribue à dynamiser l'action et à mettre l'accent sur le côté délirant au dernier degré de la série. Et nous avons vu à quel point c'est approprié vu le contenu des épisodes. Je commenterai peu l'ambiance musicale. Des bugs de son dans les fichiers que j'ai utilisés m'ont empêché d'en profiter pleinement. Mais dans l'ensemble, elle était correcte, adaptée à la série, mais pas forcément inoubliable. Cet animé est adapté d'un manga génial. Et comme il ne l'adapte pas très fidèlement, il y a moyen d'être déçu en le regardant. Mais si on le prend pour ce qu'il est, un patchwork décomplexé de toutes sortes d'ambiances et qui ne se refuse aucune extravagance, il constitue une expérience plaisante dont il serait dommage de se priver. Pour cela, la série Princesse Saphir, comme le manga, mérite qu'on s'en souvienne.